Il existe une distinction, une séparation essentielle, qui peut transformer radicalement votre rapport à la réalité. Une distinction que Machiavel maîtrisait déjà il y a 500 ans, et que les neurosciences de 2024 ont enfin pu cartographier avec une précision extraordinaire dans les circuits cérébraux. La différence entre la fortune et la vertu, entre ce que vous ne pouvez pas contrôler et ce que vous pouvez dominer. La plupart des gens vivent en guerre permanente avec la fortune. Ils dépensent toute leur énergie à tenter de contrôler l'incontrôlable, à lutter contre des circonstances qu'ils ne peuvent pas changer, se frustrant face à des événements hors de leur portée. Et pendant ce temps, ils abandonnent complètement la vertu. Ils ignorent les domaines où ils ont un pouvoir réel. Ils négligent les capacités qu'ils pourraient développer. Ils gaspillent la maîtrise qui est à leur portée. Cette erreur leur coûte tout. Aujourd'hui, je vais vous enseigner exactement ce que Machiavel avait compris de cette distinction. Je vais vous révéler comment la psychologie moderne a validé ses intuitions grâce à plus d'1 millier d'études cliniques. Et plus importante encore, je vais vous donner la méthode machiavélique pour recalibrer votre énergie vers ce qui peut réellement créer du pouvoir. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que ces termes signifiaient exactement pour Machiavel. La fortune n'était pas simplement la chance au sens ordinaire du terme. Pour Machiavel, la fortune représentait tout ce qui échappe au contrôle humain, les circonstances extérieures, les événements imprévisibles, les actions des autres, les changements politiques, les forces de la nature, l'économie mondiale, les décisions des dirigeants. La fortune était, selon les mots de Machiavel, une force malévolente et implacable, une source constante de misère, d'affliction et de désastres humains. Pas une déesse bénigne qui sourit parfois, mais une réalité brutale qui menace constamment tout ce que vous construisez. La vertu, en revanche, était la capacité humaine de façonner les choses. Une combinaison de confiance en soi, d'affirmation de soi, d'autodiscipline et de connaissance de soi. La capacité de répondre à la fortune à tout moment et de la manière nécessaire. La différence cruciale est la suivante. La fortune est l'extérieur. La vertu est l'intérieur. La fortune est ce qui vous arrive. La vertu est la façon dont vous répondez. La fortune est hors de votre contrôle. La vertu est précisément là où réside votre pouvoir. Et Machiavel a observé quelque chose de dévastateur dans les cours européennes de son époque. Les princes qui tentèrent de contrôler la fortune directement, qui luttaient contre des circonstances immuables, qui se frustraient face à des événements hors de leur portée, tombaient invariablement. Ils épuisaient leurs ressources à mener des batailles impossibles, détruisaient leur énergie mentale à essayer de changer l'inaltérable. Les princes qui acceptèrent la fortune et cultivaient la vertu, en revanche, prospéraient, non pas parce qu'ils avaient plus de chance, mais parce qu'ils canalisaient toute leur énergie vers ce qui pouvait créer des résultats réels. Laissez-moi vous donner un exemple historique concret. César Borgia était l'un des princes que Machiavel admirait le plus. Il avait une vertu extraordinaire. Il était stratégique, adaptable, discipliné. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa position. Mais la fortune l'a frappé brutalement. Son père, le pape Alexandre VI, est mort inopinément. Et César était gravement malade quand cela s'est produit, incapable d'agir au moment critique. Le nouveau pape, Jules II, était son ennemi mortel. César a tout perdu, pas par manque de vertu, mais parce que la fortune a été absolument adverse au pire moment possible. Machiavel le décrit avec un détail terrifiant. César avait une fièvre tellement forte qu'il pouvait à peine bouger quand son père est mort. S'il avait eu une semaine de plus de santé, il aurait pu assurer sa position avant que le nouveau pape ne soit élu. Mais la fortune n'attend pas. Et ce qui rend ce cas si instructif, c'est que César avait prévu presque tout. Il avait éliminé les ennemis potentiels. Il avait créé des alliances. Il avait sécurisé des territoires. Mais il ne pouvait pas prévoir qu'il serait malade au moment exact où il avait le plus besoin d'agir. Machiavel en a tiré une leçon fondamentale. La vertu ne garantit pas le succès. Elle ne fait qu'augmenter les probabilités.
La fortune peut toujours détruire même le prince le plus habile. Mais observez attentivement. Sans sa vertu extraordinaire, César serait tombé beaucoup plus tôt. Sa vertu lui a donné des années de pouvoir qu'il n'aurait jamais eues autrement. Mais observez l'autre côté. Laurent de Médicis, le magnifique, a affronté des fortunes adverses constamment. Conspiration, assassinat, pressions économiques, ennemis extérieurs. Mais sa vertu lui a permis de naviguer chaque crise. Il ne contrôlait pas les conspirations, mais il contrôlait sa réponse à celles-ci. Il ne contrôlait pas ses ennemis, mais il contrôlait ses alliances et ses stratégies. Laurent a accepté que la fortune soit adverse, et il a canalisé toute son énergie vers ce qu'il pouvait dominer. Le résultat a été l'une des époques de plus grande éclosion culturelle de l'histoire humaine. L'exemple le plus dramatique fut la conspiration des Pazzi de 1478. Les ennemis de Laurent ont tenté de l'assassiner pendant la messe de Pâques dans la cathédrale de Florence. Son frère Julien fut poignardé à mort. Laurent lui-même fut blessé mais réussit à s'échapper. Observez sa réponse. Il n'est pas entré en paralysie à cause du traumatisme. Il n'a pas gaspillé d'énergie à déplorer ce qu'il ne pouvait pas changer, la mort de son frère, la trahison de personnes qu'il croyait alliées. Au lieu de cela, il a immédiatement activé sa vertu. Il a organisé la défense de Florence, il a mobilisé la population, il a identifié et exécuté les conspirateurs, il a renforcé les alliances avec les villes voisines, et il a transformé une crise qui aurait dû le détruire en une consolidation de son pouvoir. La fortune l'a frappé avec tout, la vertu lui a permis de se relever plus fort. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la science de 2024 valide cette distinction avec des données extraordinaires. La thérapie d'acceptation et d'engagement, connue sous le nom d'ACT, a produit plus d'1 millier d'études cliniques randomisées qui démontrent un principe central, la flexibilité psychologique, définie comme la capacité de répondre aux situations de manière à faciliter la poursuite d'objectifs valables, est le prédicteur le plus fort de bien-être sous stress. C'est exactement ce que Machiavel appelait la vertu, traduite en langage scientifique moderne. Les études montrent que les personnes qui acceptent ce qu'elles ne peuvent pas contrôler et dirigeant leur énergie vers ce qu'elles peuvent contrôler ont une santé mentale significativement meilleure, moins d'anxiété, moins de dépression, une plus grande résilience, une meilleure performance sous pression. Une revue systématique de 2024 sur l'efficacité de l'ACT dans les problèmes de santé mentale a révélé que la thérapie est efficace dans les populations cliniques et augmente également le bien-être général et la résilience. Elle fonctionne avec les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Elle fonctionne dans différents contextes culturels. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Les études de neuroimagerie de 2024 ont cartographié exactement ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'une personne a une perception de contrôle, par opposition à un manque de contrôle. Quand vous sentez que vous avez le contrôle sur quelque chose, il y a une activation augmentée dans le putamen, l'insula, le thalamus, le cortex singulaire moyen, le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex moteur et le cervelet. Ce sont des zones associées à l'action, à la planification et à l'exécution. Quand vous ressentez un manque de contrôle, il y a une activation augmentée dans le cortex singulaire postérieur et les cortex préfrontaux, mais d'une manière différente. Ces zones traitent la menace, pas l'action. En d'autres termes, votre cerveau fonctionne littéralement de manière différente, selon que vous percevez un contrôle ou non. Et voici la découverte cruciale. La perception de contrôle est associée à une régulation, depuis le cortex préfrontal ventromédial vers les régions limbiques, comme du tronc cérébral, qui répondent au stress. En termes simples, quand vous percevez un contrôle, votre cerveau régule mieux les réponses au stress. Mais quand vous essayez de contrôler l'incontrôlable, ce système s'effondre. Votre cerveau entre en mode de menace constante, parce que la réalité contredit votre perception. Vous n'atteignez jamais le contrôle que vous recherchez, et votre système de stress reste perpétuellement activé. C'est exactement ce que Machiavel a observé empiriquement, chez les princes qui luttaient contre la fortune. Ils se détruisaient,
non pas parce que la fortune était invincible, mais parce que leur cerveau était en guerre constante avec la réalité. Et il y a un détail neurologique supplémentaire qui rend cela encore plus pertinent. Les études montrent que la perception de contrôle a 3 attributs distinctifs. Un attribut affectif, parce que le contrôle se sent intrinsèquement gratifiant. Un attribut motivationnel, parce que nous recherchons activement des situations où nous sentons que nous avons le contrôle. Et un attribut protecteur, parce que le contrôle perçu réduit l'impact des stresseurs. Ces 3 attributs fonctionnent à travers des circuits cortico-striataux. Et voici le problème. Quand vous poursuivez le contrôle sur l'incontrôlable, vous activez le système de récompense, en cherchant quelque chose qui n'arrive jamais. C'est comme une addiction qui ne satisfait jamais. Votre cerveau continue à chercher la gratification du contrôle, tandis que la réalité continue à la nier. Le résultat est un épuisement chronique du système, une frustration perpétuelle, une anxiété sans résolution. Laissez-moi vous expliquer les 6 processus centraux que la thérapie d'acceptation et d'engagement ACT identifie comme des composants de la flexibilité psychologique. Chacun d'eux reflète quelque chose que Machiavel a compris intuitivement il y a 500 ans. Le premier processus est l'acceptation. L'ouverture à l'expérience. Pas une résignation passive, mais une disposition à expérimenter ce qui est présent. Sans lutte inutile, Machiavel a écrit abondamment sur l'acceptation de la réalité de la nature humaine, pas comme vous aimeriez qu'elle soit, mais comme elle est réellement. Il acceptait que les humains soient ingrats, volubiles, simulateurs, lâches face au danger, avides de gains. Pas parce qu'il aimait ça, mais parce que le nier était inutile. Le deuxième processus est la diffusion cognitive. Observez les pensées au lieu de les prendre littéralement. Créer une distance entre vous et vos pensées automatiques. Machiavel pratiquait cela constamment. Il observait ses propres réactions avec froideur. Il analysait ses pensées comme des données et non comme des vérités absolues. Cette capacité à se séparer des réactions immédiates était centrale à sa vertu. Le troisième processus est la conscience du moment présent, l'attention pleine. Être ici, maintenant. Au lieu d'être perdu dans des ruminations sur le passé ou l'anxiété concernant le futur, Machiavel soulignait que la vertu requiert de répondre aux circonstances actuelles, pas aux circonstances passées ou imaginées. Le prince qui vit dans le passé ou craint le futur perd le moment où il peut agir. Imaginez un général français, comme Napoléon, toujours obsédé par ses victoires passées ou paralysé par la peur d'une défaite future. Il ne serait pas capable de prendre des décisions cruciales sur le champ de bataille. Le quatrième processus est le soi comme contexte, le contact avec un sens de soi continu, qui fournit une perspective flexible. Ne pas être fusionné avec des pensées ou des émotions temporaires. Machiavel cultivait cela à travers ce qu'il appelait la séparation stratégique, la capacité de s'observer soi-même de l'extérieur, de voir ses propres décisions, comme si elles étaient observées par un tiers. Cette perspective était essentielle pour la froideur stratégique, comme un joueur d'échecs qui analyse le plateau, sans se laisser emporter par ses propres émotions. Le cinquième processus sont les valeurs, des directions de vie, librement choisies et personnellement significatives. Savoir ce qui compte vraiment pour vous. Machiavel avait des valeurs claires, la gloire, le pouvoir, Florence, l'Italie. Il ne les confondait pas avec des tactiques temporaires. Il savait la différence entre ce qu'il recherchait fondamentalement et les méthodes pour y parvenir. Un dirigeant français comme Charles de Gaulle avait une vision claire de la grandeur de la France et cette valeur guidait ses actions. Le sixième processus est l'action engagée, une action effective guidée par des valeurs, pas une action impulsive, ni une paralysie par l'analyse, un mouvement stratégique vers ce qui compte. C'est précisément la vertu machiavélique en action, pas n'importe quelle action. Une action alignée avec des objectifs clairs, une action qui utilise les ressources disponibles de manière effective, une action qui accepte les limitations, tout en maximisant ce qui est possible.
Pensez à un entrepreneur français qui lance une start-up. Il doit agir de manière stratégique, en utilisant ses ressources limitées, pour atteindre ses objectifs, tout en s'adaptant aux défis du marché. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces 6 processus, identifiés par des psychologues cliniciens au XXIe siècle, sont presque identiques à ce que Machiavel pratiquait empiriquement il y a 500 ans. Mais il y a quelque chose que la plupart ne comprennent pas, concernant la distinction fortune-vertu. Ce n'est pas simplement diviser les choses en 2 catégories et en oublier une. C'est une recalibration constante de l'endroit où vous mettez votre énergie. Parce que les limites entre fortune et vertu ne sont pas fixes. Elles changent avec les circonstances. Elles changent avec vos capacités. Elles changent avec le contexte. Quelque chose qui est fortune aujourd'hui peut devenir vertu demain, si vous développez les compétences nécessaires. Quelque chose qui semble vertu aujourd'hui peut se révéler être fortune, si les circonstances changent drastiquement. Le prince véritablement habile, selon Machiavel, est celui qui recalibre constamment cette distinction. Celui qui réévalue ce qu'il peut contrôler et ce qu'il ne peut pas contrôler. Celui qui ajuste son énergie en se basant sur des informations actualisées et non sur des suppositions anciennes. Laissez-moi vous donner un exemple de cette recalibration. Machiavel lui-même a traversé une transformation brutale pendant des années. Il a été secrétaire de la 2e chancellerie de Florence. Il avait une influence politique réelle. Il pouvait agir directement dans les affaires de l'État. Puis est venu le coup des Médicis en 1512. Machiavel a été arrêté, torturé, exilé. Il a perdu tout accès au pouvoir politique. Tout ce qui avait été vertu, son influence, ses connexions, sa position, s'est transformé en fortune adverse. Observez ce qu'il a fait. Il n'a pas passé des années à se battre pour récupérer sa position antérieure. Il n'a pas gaspillé son énergie dans des conspirations pour revenir au pouvoir direct. Il a accepté que les circonstances politiques étaient hors de son contrôle. Au lieu de cela, il a complètement recalibré l'endroit où se trouvait sa vertu. Il a découvert que même s'il ne pouvait pas agir politiquement, il pouvait écrire, il pouvait penser, il pouvait analyser, il pouvait transmettre sa connaissance. C'est ainsi qu'il a écrit Le Prince, une œuvre qui continue d'influencer la pensée politique, des siècles plus tard. Et de cette recalibration sont nés Le Prince, discours sur la première décade de Tite-Live, l'art de la guerre, des œuvres qui l'ont rendu immortel, des œuvres qu'il n'aurait jamais écrites s'il avait continué à lutter contre la fortune de son exil. L'ironie est parfaite. Sa plus grande contribution à l'humanité est venue d'accepter la fortune adverse et de rediriger sa vertu vers là où il pouvait créer une valeur réelle. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de pratique, une méthode pour recalibrer constamment ton énergie entre la fortune et la vertu. La première étape est l'inventaire de contrôle. Prends n'importe quelle situation qui te cause du stress ou de la frustration. Fais une liste de tous les éléments impliqués. Ensuite, classe chaque élément dans 3 catégories. Catégorie UN, complètement hors de mon contrôle, c'est la fortune pure. Ici va tout ce qui dépend des décisions des autres, des événements extérieurs, des circonstances du passé, des facteurs macroéconomiques, des décisions politiques, la météo, la génétique. Catégorie 2, partiellement sous mon influence. Ici vont les choses où ton action peut affecter les probabilités, mais ne pas garantir les résultats, les relations avec les autres, les résultats de projets collaboratifs, les impressions que tu causes, les opportunités que tu recherches. Catégorie 3, complètement sous mon contrôle. C'est la vertu pure, ton effort, ton attitude, ta préparation, ta réponse émotionnelle, tes habitudes, ton autodiscipline, ton développement de compétences, ta connaissance de soi. La deuxième étape est l'audit d'énergie. Observe honnêtement où tu as mis ton énergie mentale et émotionnelle durant la dernière semaine. Combien de temps as-tu passé à t'inquiéter de la catégorie UN, fortune pure? Combien de temps as-tu passé à agir dans la catégorie 3, vertu pure?
La plupart des personnes découvrent quelque chose de perturbant. Elles passent la majeure partie de leur énergie mentale dans la catégorie UN, à s'inquiéter de ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, à se frustrer avec les décisions des autres, anxieuses face aux événements extérieurs, et elles passent très peu d'énergie dans la catégorie 3. Elles négligent leur développement, abandonnent leurs habitudes, ignorent ce qu'elles peuvent améliorer. La troisième étape est la redirection délibérée. Chaque fois que tu remarques que tu dépenses de l'énergie dans la fortune, redirige consciemment cette énergie vers la vertu. Ne réprime pas la pensée. Observe-la, reconnais-la comme fortune et demande-toi quel aspect de la vertu tu pourrais cultiver à ce moment-là. Si tu es préoccupé par l'économie, quelles compétences pourrais-tu développer? Qui augmenterait ta valeur dans n'importe quelle économie? Si tu es frustré par un collègue, quels aspects de ta communication ou de ton leadership pourrais-tu améliorer? Si tu es anxieux à propos du futur, quelle préparation pourrais-tu faire maintenant? La quatrième étape est la pratique de l'acceptation stratégique. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est libérer de l'énergie, des batailles impossibles, pour l'utiliser dans des batailles gagnables. Entraîne-toi à te dire, c'est la fortune, je ne vais pas lutter contre ça. Pas comme une défaite, mais comme une stratégie, comme une décision consciente de ne pas gaspiller des ressources dans l'inaltérable. Les études de thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, montrent que cette acceptation active réduit significativement la charge de stress, non pas parce que les circonstances s'améliorent, mais parce que tu arrêtes d'ajouter de la souffrance inutile à des circonstances déjà difficiles. La cinquième étape est l'expansion de la vertu. Cherche activement à étendre les domaines où tu as un contrôle réel, développe de nouvelles compétences, cultive de nouvelles habitudes, renforce ton autodiscipline, augmente ta connaissance. Chaque expansion de la vertu est une réduction de la domination de la fortune sur ta vie, non pas parce que tu contrôles plus d'événements extérieurs, mais parce que tu as plus de ressources internes pour répondre à n'importe quel événement. La sixième étape est la révision hebdomadaire. Une fois par semaine, revois où tu as mis ton énergie. Évalue si la distribution était stratégique. Identifie où tu as gaspillé des ressources dans la fortune. Planifie comment rediriger vers la vertu. La semaine prochaine, cette révision constante est ce que Machiavel faisait naturellement. Ses lettres à Francesco Vettori, durant son exil, montrent un processus continu d'auto-évaluation, de recalibration, d'ajustement stratégique, basé sur des circonstances changeantes. Il y a quelque chose de plus que tu dois comprendre. À propos de la relation, fortune-vertu. La vertu n'est pas statique. Ce n'est pas un ensemble fixe de compétences que tu acquiers une fois. C'est une capacité dynamique que tu dois cultiver constamment. Machiavel observait que les princes qui cessaient de développer leur vertu, qui devenaient complaisants en temps de paix, étaient les plus vulnérables. Quand la fortune changeait, la vertu est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, elle s'atrophie. Les études de neuroplasticité de 2024 confirment cela biologiquement. Le cortex préfrontal, la région associée à la perception du contrôle et à la régulation émotionnelle, change sa structure avec la pratique. 8 semaines d'entraînement conscient. Modifie la densité de matière grise. Les circuits de flexibilité psychologique se renforcent avec l'usage et s'affaiblissent avec le désuétude. En d'autres termes, ta vertu a une base neurologique que tu peux entraîner ou négliger. Le choix est le tien. Tu dois aussi comprendre que la fortune n'est pas uniformément distribuée. Certaines personnes naissent avec plus de fortune favorable que d'autres, de meilleures circonstances économiques, une meilleure santé, de meilleures connexions. C'est simplement la réalité. Nier cela, c'est gaspiller de l'énergie dans des illusions. Machiavel était brutalement honnête à ce sujet. Il écrivait que la moitié de nos actions sont gouvernées par la fortune. La moitié. Tout n'est pas sous notre contrôle, mais tout n'est pas non plus hors de celui-ci. Et voici la clé. L'autre moitié dépend de la vertu.
Et cette moitié est suffisante pour faire des différences monumentales. Mais Machiavel observait quelque chose de crucial. La vertu peut compenser. Une fortune défavorable, un prince d'origine humble, avec une vertu extraordinaire, peut surpasser un prince d'origine noble, avec une vertu médiocre. Regarde François Sforza, fils d'un soldat mercenaire, sans connexion aristocratique, sans richesse héritée, pure fortune défavorable d'origine. Mais Sforza avait une vertu exceptionnelle, habileté militaire, astuce politique, discipline personnelle, capacité à former des alliances. Et avec cette vertu, il est devenu duc de Milan, gouvernant l'une des villes les plus puissantes d'Italie. Compare cela avec Ludovic Sforza, son descendant. Il hérita du duché, fortune favorable extraordinaire, mais vertu médiocre. Et il perdit tout face aux Français. La fortune pose le point de départ. La vertu détermine la trajectoire. Et à long terme, la trajectoire importe plus que le point de départ. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de l'observation empirique. Machiavel documenta, cas après cas, des personnes qui surpassèrent, des fortunes adverses, à travers une vertu exceptionnelle, et cas après cas, de personnes qui gaspillèrent, des fortunes favorables, à travers une vertu négligente. La question n'est pas « Quelle fortune tu as reçue ?» Cette question a déjà été répondue par des circonstances hors de ton contrôle. La question essentielle est « Que vas-tu faire de la vertu que tu peux réellement cultiver ?» Cette question, seul toi peux y répondre. Et ta réponse déterminera beaucoup plus que les circonstances de ta naissance. Cette chaîne existe pour partager des vérités psychologiques qui transforment, pour traduire la sagesse de Machiavel dans un langage que tu peux appliquer dans ta vie dès maintenant, pour être le pont entre toi et des connaissances qui peuvent recalibrer complètement l'endroit où tu investis ton énergie. Si cette vidéo t'a aidé à voir où tu as lutté contre la fortune au lieu de cultiver la vertu, si tu as reconnu des schémas de gaspillage d'énergie dans l'incontrôlable, il existe une façon d'honorer ce moment de clarté. Le Super Thanks, juste en bas, n'est pas seulement un soutien financier, c'est toi qui dis « Je veux plus d'outils pour distinguer la fortune de la vertu ». C'est toi qui participes à une mission de clarification stratégique dans un monde qui confond les circonstances avec les capacités. Quand tu cliques sur ce cœur doré, tu finances du contenu qui enseigne à recalibrer l'énergie vers ce qui peut réellement créer du pouvoir. Tu n'es pas qu'un spectateur, tu es quelqu'un qui apprend à séparer ce qu'il peut maîtriser de ce qu'il doit accepter. Fais partie de ceux qui comprennent que le pouvoir réel vient de la clarté sur les limites du contrôle. Machiavel observait, il y a 500 ans, ce que la psychologie de 2024 confirme finalement avec des données. La distinction entre fortune et vertu n'est pas une philosophie abstraite. C'est la différence pratique entre gaspiller ta vie à lutter des batailles impossibles et la canaliser vers des victoires réelles. Écris dans les commentaires « Vertu » si tu as reconnu. Ou tu as lutté contre la fortune, si tu as identifié des domaines où tu gaspilles ton énergie dans l'incontrôlable, si tu es prêt à recalibrer vers ce que ton action peut créer une différence réelle. Et si tu pratiques déjà cette distinction, raconte comment elle a transformé ta relation avec les circonstances. Ton expérience peut aider les autres, ceux qui sont encore piégés dans une guerre contre l'inévitable. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, accepter la fortune n'est pas une faiblesse, c'est la condition préalable pour maîtriser la vertu. Machiavel le savait, la science l'a confirmé. Maintenant, il dépend de toi d'appliquer la distinction qui peut libérer ton énergie vers ce qui compte vraiment